Il y a très longtemps, bien avant que les empereurs ne dominent les mers, une légende vogua sur tous les océans. Joy Boy. Un homme, un pirate, un capitaine. Son nom éveillait l'espoir et redonnait la détermination dans les cœurs. Il dirigeait un puissant équipage et la force de ses nakamas ne venait pas seulement de leur maîtrise du combat, mais de leur engagement envers un idéal et une fidélité sans faille. Joy Boy et ses nakamas formaient un équipage dont la réputation dépassait les frontières. Protecteur des faibles, porteur de rêves. Chacun d'eux avait sa propre histoire, son propre talent. Guerrier, érudit, stratège, et ensemble, ils formaient une force impossible à arrêter, jusqu'à ce que quelqu'un, ou plutôt quelque chose, ne soit à l'origine de leur chute. Ils affrontaient des monstres légendaires, renversaient des tyrans et rallumaient l'espoir partout dans le monde. Joy Boy, avec son rire et son cœur sincère, poussait son équipage à mener les combats les plus épiques. Encore aujourd'hui, le nom de Joy Boy se murmure avec respect. C'est un symbole immortel de liberté, de courage et de rêve. Imu, le diable, qui se présente comme étant un dieu et qui ne bronche pas quand il se prend une attaque combinée des meilleurs combattants d'une ère, tremble, panique et hurle quand le haki des rois de Joy Boy est utilisé. Joy Boy, c'est le passé, le présent, mais aussi le futur, parce qu'il incarne le guerrier libérateur qui a échoué, mais qui avait une volonté qu'un homme, un pirate, un capitaine porte actuellement pour un avenir meilleur. Monkey D. Luffy. Bonjour à tous, c'est le seul unique Ryo Sensei et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une ultime théorie sur la fin de One Piece. Elle a été faite en collaboration avec Sunny, avec qui je fais une émission hebdomadaire sur Twitch chaque vendredi pour analyser le dernier chapitre de One Piece, et Rustam, un ami et énorme fan de l'œuvre d'Eiichiro Oda. Chaque année, je me retrouve à chercher le cadeau parfait pour un anniversaire ou les fêtes de fin d'année. Et vous êtes certainement comme moi. On cherche le cadeau qui a du sens, qui raconte quelque chose. C'est là que, comme Shanks qui apparaît au meilleur moment à Marineford, Holzkern intervient. Holzkern est une marque autrichienne de montres et de bijoux fabriquées à partir de matériaux naturels, du bois, de la pierre, de la nacre et même des plumes. Chaque pièce est unique et produite en petite quantité, ce qui en fait le cadeau qui sort du lot. Holzkern signifie cœur de bois et l'Autriche est la terre des sommets alpins. Pour les fêtes, ils ont pensé à tout. L'écrin pour les bijoux et leurs pochettes, cadeau rouge pour les montres déjà prêts à offrir. Pas de stress, pas d'emballage compliqué, tout est soigné et super élégant. Personnellement, j'ai choisi Zephyr et Œil de Faucon, deux noms que vous reconnaissez bien évidemment. Zephyr, qui porte le nom du GOAT de la marine, et Œil de Faucon pour Mihawk, avec sa célèbre épée noire. Ça tombe bien, Œil de Faucon est une magnifique montre noire. Pour Zephyr, c'est du bois de koa d'Hawaï. C'est une montre chronographe. Et pour Œil de Faucon, on a une touche de luxe avec du marbre. Oui, mesdames et messieurs, du marbre, qui allie précision et style sportif. J'aime bien le fait que Holzkern soit une entreprise familiale, avec une vraie démarche responsable. Ils travaillent des matériaux naturels et chaque produit est garanti 2 ans. Et ils font des bijoux et des bracelets. Il y a des pierres précieuses utilisées, du jade, de la citrine, etc., des feuilles, des perles d'eau douce, différents types de bois, érable, aracia, noyer, wenge, etc., et même des pierres comme le marbre et l'onyx. Si vous cherchez encore un cadeau avec une vraie histoire, qui fera plaisir, je vous laisse mon lien en description et commentaires épinglés. Profitez-en, la livraison est gratuite depuis Vienne, sous 2 à 5 jours ouvrables. Il reste encore quelques jours pour être livré avant Noël. Quand Ripley parle de la fresque, elle dit que de ce qu'elle sait, les différentes races du monde ne se sont jamais alliées et que c'est le rêve d'un enfant. Elle a à la fois raison et tort, parce que c'est bel et bien l'œuvre d'un enfant, sauf que ce qu'elle appelle un rêve est en réalité une prédiction, exactement comme pour Shirley, qui a prévu l'âge d'or de la piraterie, la conclusion de Marineford, mais aussi, et alors qu'elle n'avait que 3 ans, la naissance de la princesse sirène, à Goldie Roger. Tout comme Shirahoshi qui est la réincarnation de Poséidon, Shirley est en réalité la réincarnation d'un être capable de prédire l'avenir. Voilà comment elle peut prédire les plus grands événements du monde en étant enfant. Shirley descend de l'équivalent de l'Amabi, qui est une créature mystérieuse du folklore japonais. La première mention de l'Amabi remonte à l'époque Edo, où dans un rapport officiel de l'administration locale, en 1846, une créature étrange serait apparue dans la mer près de la province de Higo, qui est l'actuelle préfecture de Kumamoto, la préfecture dont est originaire Eiichiro Oda. L'Amabi est représentée comme une sirène avec un visage humain. L'enfant qui a prophétisé l'alliance de toutes les races du monde est la réincarnation de l'Amabi. Et pour parler de l'avenir, il faut comprendre le passé. Ça tombe bien car la fresque
fresques nous racontent le passé en nous donnant des indices quant au futur prophétisé. À l'origine, le premier monde était un monde façonné par la volonté de toute chose, où régnait équilibre et harmonie. La terre, la mer, la forêt, la pluie et le soleil y coexistaient à part égale, sans dominant ni roi. Mais un jour, les humains découvrirent une ressource abondante enfouie dans la terre, le Mother Flame. Une énergie inépuisable qui leur donna la capacité de rêver, car tout semblait désormais possible. Ainsi naquit le clan Davy, adorateur de la terre, et avec lui, le dieu de la terre. À force d'accorder toujours plus d'importance à la terre, celle-ci finit par écraser toutes les autres forces naturelles, opprimant notamment la mer, incarnée par Imu. Imu, Umi, mer en japonais. Sur Terre existaient les flammes primordiales, Mother Flame, symbole d'un monde d'une grande avancée technologique. Ce monde, à la fois splendide et impitoyable, a aujourd'hui disparu, car les hommes étaient allés si loin qu'ils avaient franchi tous les tabous. Leur ultime transgression fut la modification génétique, qui leur permit de se prendre pour des dieux. Quand on voit les scientifiques actuels, Vegapunk, Judge, Queen, César Clown, capables, avec des moyens limités, de créer notamment les séraphins, on peut imaginer les facultés de la civilisation qui a disparu. Les dirigeants de cette époque s'étaient augmentés. Elle, résistance, ils ressemblaient à des anges, mais tout pouvoir a un prix. Des peuples entiers furent réduits à l'état d'esclaves, contraints de travailler la terre pour produire la ressource. L'esclavage est la conséquence de la volonté des hommes d'en vouloir toujours plus. Les esclavagistes disent que les autres races sont inférieures et qu'elles sont destinées à leur obéir pour pouvoir produire la ressource qu'ils désirent. C'est ainsi que débutait la tragique histoire des boucaniers, réduits au rang d'esclaves parfaits. Au fil des années, ces boucaniers, consumés par la souffrance, se mirent à prier le soleil. Du fond de leurs cellules, ils voyaient le soleil comme un symbole de liberté, la promesse de la fin de leur cauchemar. Ils voient le soleil comme un porteur de lumière dans l'obscurité. Et le dieu soleil répondit à leurs appels. Un dieu se crée à partir d'une ou plusieurs volontés concentrées vers un rêve ou un idéal. Plus cet idéal est grand, plus la volonté est puissante et plus le dieu l'est aussi. Tout cela est rendu possible par le système de pouvoir de One Piece, où tout est régi par la volonté. Comme les atomes qui forment l'univers, cette énergie rend tout possible. Dans ce monde, tout être a une volonté. Papag, l'étoile de mer, qui voulait devenir humain, est devenu humain. Rouge a gardé Ace 21 mois, le haki sous différentes formes. La volonté rend l'impossible possible. Nika affronta le dieu de la terre pour libérer les boucaniers et l'ensemble des opprimés, parmi lesquels se trouvait Imu. En tant que dieu de la mer, Imu était considérée comme une divinité mineure. Bien qu'opprimée par le dieu de la terre, elle occupait néanmoins une place importante, car elle joue un rôle essentiel dans l'édification de la société. Pour faire face à la menace Nika, le dieu de la terre rassembla ses alliés. Les géants sont en guerre depuis toujours. C'est ce qu'on nous a dit, mais quand on pense aux géants et à la guerre, on pense à 800 ans. Sauf que 800 ans, pour des géants qui vivent 400 ans ou plus, ce n'est que 2 générations. Ils sont en guerre depuis des milliers d'années et ont une longue histoire de bâtisseurs datant du premier monde. Ils étaient alliés au dieu de la terre, qui a gagné dans le premier monde et qui dirigeait le deuxième. La Galela s'est adaptée au nouveau monde lié à la mer. Il serait donc à l'origine de Pluton, un navire de guerre prêt pour le nouveau monde, et surtout prêt à accomplir la promesse de Davy Jones. Comme Joy Boy qui a transmis les poneglyphes et le One Piece, Davy Jones a transmis une promesse et a congelé les géants de la Galela pour leur grand retour qui sera utile à Teach, son descendant. La guerre divine du premier monde provoqua la chute du monde le plus avancé de l'histoire, le plongeant dans la mort et l'obscurité. Les survivants retournèrent à l'âge de pierre, tandis que les anciens dirigeants trouvaient refuge sur Redline et la Lune. Redline sépare la Terre en deux, comme le ciel se sépare en deux. C'est le dieu de la Terre qui a séparé la Terre en deux pour montrer son incroyable puissance. Tout cela est la conséquence de l'avidité de l'homme. On en vient au deuxième monde. Après le néant, les humains prirent la forêt pour Dieu. Une fois la civilisation anéantie, la nature devint leur seule richesse. Elle offrait à manger, de quoi se vêtir, se loger, etc. C'est ainsi que la forêt vénérée donna naissance au dieu de la forêt, qui offrit en retour les fruits du démon, des fruits qui permettent aux hommes de concrétiser leurs rêves. Joy Boy a mangé un fruit et devint le nouveau libérateur, qui avait comme but de libérer les peuples et de façonner un monde à son image. Aux yeux de certains, il était un destructeur, mais tout dépend du point de vue. Ces événements eurent lieu au commencement du siècle oublié, bien que cette époque ait duré bien plus longtemps. Avec le temps, les hommes cessèrent de prier la forêt. Les hommes se sont tournés vers d'autres croyances et ils formèrent les 20 royaumes. Ces 20 royaumes décidèrent de renverser les anciens dragons célestes, les Lunaria, établis sur Redline, et une grande guerre éclata. Les humains, aidés de Joy Boy, remportèrent la victoire en exterminant les anciens dragons célestes. Mais par avidité, ils prirent leur place. Joy Boy a été trahi et pendant ce temps, le niveau de la mer monta. Joy Boy était le premier pirate, un grand pirate légendaire, et il passa du temps à Wano Kuni, un pays où seront créés les poneglyphes. Joy Boy pensait qu'il avait tout ce qu'il fallait pour sauver le monde,
mais il fut trahi par ses propres alliés. Imu devint le dieu dominant et fera en sorte d'effacer l'histoire. Sauf que Lily a fait en sorte de faire disperser les poneglyphes, afin qu'un jour, un homme marche sur les pas de Joy Boy. Imu sépara la mer en deux pour démontrer sa domination sur le monde, ce qui donna Calmbelt, et encore une fois, le monde fut séparé et un nouveau monde fut créé. Joy Boy, le soleil, malgré son immense puissance, n'a pas gagné pour deux raisons. Toutes les races n'étaient pas alliées à sa cause, et parce qu'il lui manquait une coalition avec la Lune, l'élément indispensable pour faire tomber Imu, le soleil et la Lune. Et on en vient au troisième monde qui est le monde actuel, gouverné dans l'ombre par Imu. Luffy, qui est le nouveau Joy Boy et qui incarne Nika, gagnera et mettra un terme au règne d'Imu en créant le quatrième monde, car Luffy possède le plus grand des pouvoirs. Il rallie tout le monde à sa cause. Tout le monde, toutes les races. Davy Jones et Joy Boy auraient dû s'allier pour faire tomber Imu, mais ça ne s'est pas fait et Imu a pu créer un monde pour le façonner à son image. Sauf que ça n'arrivera pas avec Luffy car il est capable de rallier même ses ennemis. Après la fin du deuxième monde, l'humanité, une fois encore, a régressé, sombrant pendant 8 siècles dans les ténèbres. Luffy fera face à Imu, mais dans l'ombre, le plan secret de Barbe Noire s'achève, la promesse de Davy J. Jones. Il avait juré à Imu avant sa chute qu'il reviendrait. Barbe Noire, en héritant un peu à peu de son pouvoir et de sa volonté, fera face à Imu. Barbe Noire a deux ennemis, Imu et Luffy. Il a le Yami pour contrer Luffy et le Gura pour défier Imu. Imu a deux ennemis, Luffy et Barbe Noire. Imu manie les abysses, mais peut se faire contrer par ses deux pirates, le descendant de Joy Boy et le descendant de Davy Jones. Et enfin, Luffy a deux ennemis, Imu et Barbe Noire. Sauf que lui et Teach ont un ennemi encore plus grand. L'alliance du soleil et de la lune peut sembler contre nature parce que ce sont des forces opposées et qu'ils occupent des cycles opposés, mais cette alliance est une condition sine qua non pour la chute de Imu. Et à la fin, Luffy détruira ce monde. Il sera donc à la fois un Nika libérateur et un Nika destructeur. Il détruit un monde corrompu pour libérer les esclaves et crée un monde libre à l'image du monde originel. Pour comprendre la fin de One Piece vis-à-vis des Mugiwara, il faut s'intéresser à Joy Boy et à Roger, parce que ce sont deux étapes de Luffy. Roger, le roi des pirates, que Luffy admire, et Joy Boy, le libérateur, que Luffy va devenir. En m'intéressant au sujet de Joy Boy, j'ai compris l'élément le plus important vis-à-vis de ce personnage et de son équipage, le divin, ou plus globalement, le champ lexical du divin. Ce champ lexical qui englobe tous les termes et concepts associés aux dieux et divinités, tels que dieu, déesse, divinité, entité divine ou encore céleste, c'est ce qui représente ce qu'est devenu l'équipage de Joy Boy, et ce que va devenir l'équipage de Luffy. Bien avant l'éveil de Luffy en Nika, dieu soleil, ou encore des formes démoniaques des doyens, les plus anciens qui regardent les vidéos savent que je théorise l'étape finale de l'œuvre depuis longtemps, qui sera une étape divine et démoniaque. L'auteur a mis tous les éléments dans le manga qui font que tout le monde sait qu'on y est. Le terme dieu ou divinité n'implique pas nécessairement une divinité à laquelle on rend un culte. Ça peut varier selon le contexte de l'histoire et des intentions de l'auteur. Dans certains mangas, les dieux sont représentés comme des divinités traditionnelles, issues de la mythologie, telles que les kami du shintoïsme japonais. Mais très souvent, et c'est ce qui va nous intéresser, pour l'équipage de Joy Boy et de Luffy, le terme dieu est utilisé pour décrire des êtres extrêmement puissants qui ne sont pas nécessairement des divinités au sens religieux. Les dieux peuvent être utilisés de manière allégorique pour représenter des concepts abstraits comme la justice, la mort, la création, etc. C'est le même concept que pour la royauté. Un roi est un monarque, pourtant le mot roi est utilisé dans beaucoup de contextes pour désigner une position de suprématie. Par exemple, on a le lion qui est considéré comme étant le roi de la jungle, etc. Eiichiro Oda utilise ce concept pour le roi des pirates, le roi des ténèbres ou encore le roi des mers. Ceux qui ont le haki des rois sont parfois surnommés les rois. On en arrive donc aux divinités. Il suffit de remplacer roi par dieu et on a le même concept qui est utilisé, sauf qu'on parle d'étapes supérieures. Dans l'équipage de Joy Boy, on a des combattants avec dieu en surnom. Et Luffy aura comme ultime surnom ou titre le dieu des pirates. C'est comme ça que le monde se rappellera de lui. Tout part de Ryuma, le dieu des lames. En fait, j'ai compris que Ryuma connaissait et surtout côtoyait Joy Boy, et qu'il était sûrement l'équivalent de son second. Dans un même équipage, on avait donc le dieu soleil et le dieu des lames. Après l'étape royale, l'étape divine. L'équipage de Joy Boy est l'équipage le plus puissant de tous les temps. C'est un équipage qui surpasse l'équipage de Roger, le roi des pirates, le dieu soleil, le dieu des lames, le roi des pirates, le roi des ténèbres. Tout est une question de schéma.
le roi des ténèbres est le second du roi des pirates. L'ombre et la lumière. Pour être digne d'être le second du roi des pirates, il faut être un roi. Voilà pourquoi Zoro veut devenir le roi des enfers. Le schéma se répète. Sauf que pour Joy Boy, on a le dieu Soleil. Voilà pourquoi Ryuma était le dieu des lames. Pour être digne d'être le second du dieu Soleil, il faut être un dieu. Ryuma était le dieu des lames. Le soleil chaud, la lune froide. Ryuma Shimotsuki, Shimo, gelé, Tsuki, lune. Shimotsuki, la lune gelée. Joy Boy, le dieu soleil chaud. Ryuma, le dieu des lames, lune froide. Luffy, Frunika, dieu soleil chaud. Zoro, descendant de Shimotsuki, la lune froide. Beaucoup pensent que Ryuma a vécu il y a 400 ans. Sauf que c'est une erreur, car on n'a aucune confirmation. Cette info n'est visible que dans des croquis conceptuels d'Oda. L'idée a été évoquée que Ryuma pourrait être né il y a 400 ans. Sauf qu'on parle de croquis conceptuels. Et les croquis conceptuels ou esquisses conceptuelles ne sont que des dessins rapides et souvent simples utilisés pour représenter des idées initiales, des concepts ou des visions de design. Ryuma coche toutes les cases pour avoir été le second Joy Boy. Et scénaristiquement, c'est beaucoup plus intéressant qu'un Ryuma ayant vécu il y a 400 ans. Comme dit plus tôt, tout est dans le titre du samouraï, le dieu des lames. À première vue, on peut se dire que ce n'est qu'un titre. Sauf que non, car il se réfère aux divinités. On parle d'un combattant qui a un titre en lien avec un outil de combat. Voilà pourquoi je pense que ce titre fait de lui un être avec une puissance phénoménale. Un être qui était digne de combattre aux côtés de Joy Boy. Son problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur lui, sauf que son niveau n'impacte pas l'équilibre du monde. Il ne joue pas de rôle central dans un arc existant. Plus il est fort, mieux c'est pour l'œuvre. Voilà pourquoi, tout comme Emmett, Ryuma a un potentiel que je qualifie de démesuré. L'auteur a introduit l'équilibre des forces pour structurer son œuvre. Ça fonctionnait dans un monde tel qu'on le connaissait. Mais Ryuma, le samouraï légendaire, appartient à l'ancien monde. C'est pourquoi il peut avoir une puissance hallucinante. Pour comprendre le potentiel de l'équipage de Joy Boy, il faut regarder Emmett, qui a éclaté la défense de Warcury alors même que Luffy, empereur, a eu mal en le frappant. En regardant les titres, on a Roi des pirates, Roi du monde, Roi des enfers. On a donc un champ lexical de la royauté. Pour battre le Roi des bêtes, qui est un empereur, on a eu le dieu Soleil, qui est une figure divine qui a vaincu une figure royale. On a le stade royal, puis le stade divin. Quand on parle de puissance divine, on parle d'une puissance qui transcende la puissance royale. Et le prochain roi des pirates ne maîtrise pas encore la véritable puissance divine. Son potentiel est infini. À l'époque, on avait des combattants qui transcendaient la puissance humaine. Ils étaient si forts qu'ils étaient qualifiés de dieux. Le dieu des lames fait référence qu'en termes de puissance liée à l'épée, il n'y a pas meilleur. Ryuma représente l'excellence dans la maîtrise de l'épée. Mihawk est le meilleur épéiste du monde. Ryuma est le dieu des lames. La différence n'est pas minime car on touche au divin. On parle d'un être à part, d'un être qui a côtoyé les plus grands combattants de tous les temps. Actuellement, Ryuma n'a battu qu'un dragon et on pourrait croire que ce n'est pas grand chose. Sauf que on ne connaît pas la véritable nature du dragon qu'il a vaincu. Voilà pourquoi je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il ait battu le dragon Azur originel, une figure divine de dragon. Je pense que Ryuma n'a pas battu qu'un simple dragon. Soit il a battu le dragon Azur originel, le véritable dragon avec des écailles impossibles à découper, soit il a vaincu un homme qui a mangé le fruit du dragon et qui avait une puissance hallucinante. Ce qui peut sembler n'être qu'un simple moment sans importance, une simple anecdote, est en réalité un véritable exploit. Sa puissance était si grande qu'il a mérité le titre de Dieu des lames. Son nom seul permettait de protéger Wano Kuni. Il aurait pu être appelé Roi des lames, mais la terminologie choisie est celle de la figure divine, celle qui indique que sa puissance est phénoménale. La différence fondamentale entre l'équipage de Joy Boy et l'équipage de Roger réside dans leur puissance respective. L'équipage de Joy Boy a encore plus transcendé la puissance humaine. Alors qu'on pourrait croire que l'objectif final de Luffy est d'atteindre le niveau de Roger, ce qui était censé être son niveau final n'est en réalité qu'une étape de plus. Et c'est exactement la même chose pour Zoro. Le schéma est identique. Luffy doit atteindre le niveau de Roger. Et maintenant, on ajoute une étape Joy Boy. 3 grandes étapes, Shanks, Roger, Joy Boy. On pourrait croire que le prochain roi des pirates a déjà atteint cette puissance divine,
en étant le guerrier libérateur, en représentant Nika, le dieu soleil, mais ce n'est pas le cas. Zoro sera lié à la royauté avec le stade de Rayleigh, roi des ténèbres, roi des enfers, Ryuma, dieu des lames. Dans l'arc Wano, Zoro a accepté d'échanger Shusui contre Enma à condition qu'on le laisse visiter la tombe de Ryuma. Sauf que dans le manga, on n'a pas vu Zoro devant la tombe. Et je pense que c'est volontaire, ce n'est pas un oubli, parce qu'on aura un flashback plus tard quand on parlera vraiment de Ryuma. Si l'auteur n'a pas beaucoup parlé de Ryuma dans l'arc des samouraïs, c'est pour une bonne raison. C'est pour plus tard avec le siècle oublié et Joy Boy. Ryuma, en tant que second de Joy Boy, est en réalité un personnage central car il a passé le reste de sa vie à protéger Wano et Pluton. Joy Boy a dû lui faire promettre de protéger Pluton pour que le GM ne l'utilise jamais, car l'utilisation simultanée de Pluton, Poséidon et Uranus aurait eu des conséquences bien plus que simplement dramatiques. Le GM n'a jamais su réellement ce qu'était Poséidon, sinon ils auraient su pour le cycle de réincarnation avec Shirahoshi. Et Neptune dit bien que si le GM l'apprenait, il se serait emparé de sa fille. Ryuma avait la lourde tâche de protéger Wano Kuni, qui était fermé pour protéger Pluton, afin que personne ne puisse l'utiliser. Dans l'arc Skypiea, on a appris l'existence de 4 divinités, le dieu soleil, le dieu de la pluie, le dieu de la terre, le dieu de la forêt. Et maintenant qu'on connaît la proximité entre les dieux et Joy Boy, et qu'on sait que Joy Boy représentait le dieu soleil, on peut en déduire que les 4 dieux étaient probablement liés à l'équipage de Joy Boy, en étant, pourquoi pas, ses Nakama. On a appris par Sukiyaki qu'un jour, de grands murs se sont formés autour de l'île, puis que l'eau de pluie inonda l'île. Sauf qu'il affirme ne pas tout connaître, ce qui est normal car ces révélations, c'est pour plus tard. Sauf que nous, on a assez d'infos pour tout comprendre. Le dieu des lames est resté sur Wano pour protéger le pays et Pluton. Le dieu de la terre a formé de grands murs autour de l'île et le dieu de la pluie s'est occupé de l'inondation. Là où différents membres de l'équipage de Luffy s'identifient ou s'identifieront en tant que roi, différents membres de l'équipage de Joy Boy s'identifiaient en divinité. Dieu soleil, dieu des lames, dieu de la forêt, dieu de la pluie, dieu de la terre. Luffy veut devenir le roi des pirates, Zoro le roi des enfers, Brook le roi des âmes, Nami la reine de la météo. On a donc un schéma qui se répète avec l'équipage de Roger qui s'identifiait en roi, roi des pirates, roi des ténèbres. Sauf que l'équipage de Roger n'a jamais atteint le stade divin. Voilà pourquoi il dit que des gens viendront les surpasser. Ils viendront surpasser des rois et deviendront des dieux. Dans l'équipage de Joy Boy, en plus des dieux du soleil et des lames, il y avait différents dieux. Et le dieu de la pluie pourrait être la version finale de Nami. La Weather Queen pourrait avoir comme version finale la Weather Goddess. D'où son talent inné pour la navigation et pour prévoir les catastrophes naturelles. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. C'est l'adage de One Piece et on va s'appuyer dessus. On va s'appuyer dessus parce que les rêves dans l'univers de One Piece, c'est exactement le socle de base et c'est sur lequel pour moi Oda développe toute son histoire. On le sait, Shanks le roux a pleuré quand il a entendu le rêve d'un petit gamin, le rêve de Monkey D. Luffy. Parce que c'était exactement le rêve qu'avait son ancien capitaine Goldie Roger. Et ce Goldie Roger-là, quand il avait annoncé son rêve à un certain pirate du nom de Oden et du nom de Barbe Blanche, ils se sont mis... Barbe Blanche lui a dit « Mais t'es un enfant, grandis un peu. » Et on sait que le fruit du démon de Luffy l'a choisi. Et on le sait, du coup, ce sont des réceptacles de rêves. Il a été choisi, Luffy, parce qu'il porte le même rêve qu'un autre pirate qui a maintenant 900 ans, qui a vécu un siècle, durant le siècle oublié, et qui est Joy Boy, le tout premier pirate. Donc forcément, ce rêve a voyagé à travers le temps. Ce rêve a voyagé, il a vécu dans le cœur de Roger, et ensuite dans celui de Luffy. Sans qu'on rentre dans de la réincarnation. On n'y est pas. On n'y sera pas. C'est pas les codes pour moi de One Piece. Et surtout, dernièrement, on l'a vu avec les tout derniers chapitres, dans l'arc en l'occurrence, que Roger était quand même différent du Monkey D. Luffy qu'on connaît. Et que même un personnage qui ressemble grandement et qui est le papa de Barbe Noire, Rox Dixebeck est totalement différent de Marshall D. Teach. Ils n'ont rien à voir. Il y a une grande différence. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de réincarnation, chaque personnage est différent et le peu qu'on a vu de Joy Boy durant la conversation avec Emmett ne ressemble en rien au Luffy qu'on connaît. Luffy, pour nous, c'est un génie, mais un génie du combat. Durant le combat, il est capable d'innover, il est capable de réfléchir vite, il est capable de trouver des solutions. C'est pas un stratège au long terme qui va prévoir une solution sur 800 ans. On est loin de ce personnage-là, donc il est différent lui-même. Donc là, toute la notion de réincarnation n'existe pas.
dans l'univers de One Piece, tout du moins, j'aime à le croire. Et donc cela crée des personnages uniques, mais porteurs de rêves identiques, et qui vont leur porter à leur propre façon, à leur manière. Et du coup, le rêve qu'a Monkey D. Luffy, qu'on en vient, ce rêve-là a une importance, parce que ce rêve-là est lié au One Piece. Le One Piece, à la base, beaucoup pensaient que le One Piece voulait simplement dire une seule pièce, une seule mer, et penser à All Blue. La destruction de Red Line et donc la jonction de tous les océans, un seul monde, One Piece. Sauf que ça a explosé en plein vol quand Oda a décidé que le One Piece était un nom donné par des personnes qui n'ont jamais vu le One Piece de leur vie. Ils ne savent même pas à quoi ça ressemble. Et la terminologie du mot One Piece veut dire les trésors de Roger unis en fait. Les trésors, l'ensemble de l'intégralité des trésors. Mais ça ne veut pas dire du tout un monde uni. Donc la dissociation que fait à ce moment-là Oda a une importance. Il aurait pu lier les éléments, il a décidé de les dissocier complètement. Que ce nom-là vienne de personnes qui ne le connaissent pas. Maintenant, on va laisser de côté un peu le One Piece et on va se focus sur ses rêves. On ne connaît pas le rêve de Roger. Il y a 900 ans, c'est ça qui est intéressant dans le début. Je faisais un lien. Au début de la vidéo, là, je vous fais un lien entre Roger, Joy Boy et Luffy. Maintenant que ce lien, il est créé, on ne peut pas connaître exactement ce qu'est le rêve de Luffy parce que ça a été cut. On a très peu d'informations. Roger, de manière identique, ça a été cut. Maintenant, on va se focus du coup sur Joy Boy, Emmett, le robot. Le robot, lui, a eu comme réflexion de se dire directement « Je suis désolé, Joy Boy, je n'ai pas pu faire de toi un roi ». Joy Boy est le premier pirate, le tout premier pirate. En tout cas, la première personne considérée, notre niveau de lecture actuellement, comme le premier pirate. Ça m'aurait étonné, ça m'étonnerait grandement qu'une personne qui a le nom de pirate, qui est le premier pirate, est à la recherche d'un titre royal concernant la piraterie. Être le roi des pirates, ça m'étonnerait, c'est le tout premier pirate. On lui a donné ce nom, suite à des actions qu'il a commises. Donc si son rêve n'est pas de devenir le roi des pirates, alors peut-être son rêve, tout en sachant qu'il a affronté plusieurs nations. En même temps, commence à se comprendre, il veut devenir roi du monde. Exactement comme un autre personnage qui a vécu à cette époque, Davy D. Jones, qui lui était potentiellement le roi du monde de l'époque. Et donc vous voyez où je veux en venir. Il est possible que le rêve de Luffy et le rêve de Roger est de devenir les rois de ce monde. Quand Luffy parle, c'est avec un échange avec ses frères. Et parmi ses frères, il y a Sabo. Sabo parle de son objectif à lui. Un objectif noble, propre. Et derrière, Luffy enquille direct. Alors moi je vais, et on a ensuite une suite intéressante, c'est sur ce que réalise Luffy en ayant vaincu du coup Kaido. Il parle de la construction de son monde et de ce qu'il va laisser sur cette île. Est-ce que ce serait pas ça, le rêve de Monkey D. Luffy? D'être un roi qui ne sera pas considéré comme un roi réellement, mais d'être ce roi du monde. Un rêve très enfantin, tout comme la réaction qu'a pu avoir Barbe Blanche. Et pourquoi je me dirige vers là? C'est parce qu'il y a une grande guerre. Une guerre importante, avec un autre personnage tout important, Imu. Imu a réussi à allier plusieurs nations. Ils étaient 20 nations. Parmi cette nation, il y a Lily, l'ancêtre de Vivi, qui, en apparence, est une bonne personne. Plusieurs rois qui sont décidés de s'allier pour affronter Joy Boy, quête d'un trône qu'ils ont décidé de rejeter. Et ils ont planté des épées en face de ce trône pour dire qu'aucun homme ne s'assiera sur ce trône-là. Il faut qu'il y ait un lien entre l'affrontement de Joy Boy et Imu. Il faut qu'il y ait un lien. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est de se dire que Imu, en personne, est à la recherche d'un trésor important. Trésor du tout premier pirate. Imu est à la recherche du One Piece. Pourquoi j'en viens à cette conclusion-là? Au-delà de la fin d'un chapitre où on voit plusieurs personnes avec Vegapunk qui parlent du coup du One Piece, sans même prendre en compte cet élément-là, on sait que Joy Boy a planqué sur une île difficile d'accès, où seul Roger a réussi à accéder en 800 ans, où il a appris toutes les vérités, son trésor. S'il décide de cacher son trésor, c'est pour le cacher à son ennemi. Son ennemi de l'époque, c'est Imu. C'est-à-dire qu'il a voulu le cacher sciemment à Imu, parce que Imu avait besoin de ce trésor. Pourquoi a-t-elle besoin de ce trésor en sachant qu'actuellement, elle a eu son monde. Elle est en train de construire son monde qui n'est pas achevé, monde qui n'est pas fini, mais elle est en train de le construire. Alors pourquoi Imu aurait-elle besoin de ça alors qu'elle contrôle le monde actuellement? Du moins, elle pense le contrôler. Elle essaie de le contrôler. Pour répondre à cette question, il faut se poser d'autres questions. Il faut se dire, ok, à l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient pour nous? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que Joy Boy et Imu s'affrontaient à base de quoi? Base d'armes antiques. Rigolez pas, c'était à base d'armes antiques au point où ils ont changé la cartographie du monde. Ils se sont affrontés un siècle et pendant ce siècle-là, le monde a changé, a été submergé. Armes antiques que Joy Boy a sciemment léguées aux générations futures. Un personnage comme Joy Boy ou
tout du moins comme on l'imagine ou comme on est amené à l'imaginer, on se dit bien qu'il n'a pas forcément envie que des armes de destruction massive traversent le temps pour continuer à détruire et tuer des vies. C'est que ces armes antiques, de base, n'avaient pas comme velléité ou objectif, tout du moins, de détruire le monde. C'était pas l'objectif de base. Je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que ces armes antiques sont liées aux rêves des hommes. Ces armes antiques, tout One Piece est lié aux rêves. Ces armes antiques, on peut parler de Pluton. Pluton, un navire de guerre, qui est la construction de génies, de géants, qui ont une capacité incroyable à créer des navires grandioses, et ils ont réussi à créer le plus puissant, le plus grand de tous les navires. Mais cet objectif de navire, il n'avait pas pour but d'être un navire amené à la destruction, non. Il avait comme objectif de lier les peuples. C'est un navire qui était capable de naviguer sur toutes les mers. Tout comme le Sunny a été construit, le même objectif. Un navire qui peut voguer sur toutes les mers, dans toutes les conditions possibles. Toutes. Sans aucun problème. Maintenant, on va se dire, ok, très bien. Si Pluton, c'est un navire qui te permet de naviguer sur toutes les mers, pas de problème. Maintenant, Uranus, à quoi ça sert? À quoi peut servir Uranus? Uranus, pareil, a été modifié comme arme dans le temps, mais initialement, il n'avait pas pour velléité ou pour objectif d'être une arme de destruction massive, mais plutôt un pont qui permet de lier. Toutes les îles célestes sont accessibles, tout le monde, l'entièreté du monde est accessible. Les armes antiques, c'est assez bête comme ça, mais te permettent au monde une accessibilité complète. Pluton, tu peux naviguer sur toutes les mers. Ils ont réussi à créer l'arme ultime, le navire ultime, un navire incroyable. Uranus, le rêve des hommes volé. Avec Uranus, tu accèdes au ciel dans sa globalité. Pas besoin de Noko Stream, pas besoin de toutes ces conneries. Tu vogues partout. Et pareil pour Poséidon. Avec Poséidon, tu as accès à tous les fonds marins. Tous les fonds marins, le monde t'est accessible. C'est ce qui permet de lier le monde entier. Ils sont liés à des familles royales, permettent de créer un lien entre tous les peuples du monde. Ce lien-là a été bafoué, a été utilisé différemment à cause d'une énergie, à cause d'une force incroyable qui est l'ancêtre de Mother Flame. Une énergie capable d'insuffler une puissance monstrueuse. Et ces armes-là, qui n'en étaient pas au début, durant cet affrontement pour un trône, ont été modifiées. Et elles ont causé, au lieu d'unir les peuples, elles les ont totalement divisés et massacrés. Et elles ont tué des millions d'êtres vivants durant un affrontement. Il faut aller sur une contradiction absolue. À quoi servent les armes antiques actuellement? Quelles sont les conséquences dans le monde? Elles divisent. Forcément, elles ont été modifiées parce qu'aucun intérêt à ce qu'un personnage comme Joy Boy a pour volonté de détruire le monde. Ça n'a aucun sens. Un personnage qui veut détruire le monde a exactement le même rêve que Luffy, ça ne mène à rien. Donc il faut aller au contre-pied absolu. Quel est le contre-pied absolu que la destruction et la séparation du monde? C'est l'unification. Et qu'est-ce que 3 vaisseaux, un permettant d'accéder dans l'entièreté du ciel du monde, un autre survoguer dans toutes les mers du monde, et un autre accéder à tout le peuple sous-marin du monde? Un lien énorme. Et surtout que du coup, ces armes-là n'en sont pas. Ces cadeaux antiques, on va les appeler ces cadeaux antiques, sont gérés par des rois, des reines, qui ont un impact à travers le monde. Et c'est pour ça que c'est légué encore et encore. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, pour répondre à une question. C'est quoi le One Piece? À quoi sert le One Piece? Je vais aller droit au but. C'est une enveloppe complète. Il y a le trésor, le One Piece, mais il n'y a pas que le trésor de One Piece. Joy Boy a laissé plusieurs éléments. Joy Boy a laissé la vérité sur les dits, ce qu'est réellement les dits. Il a laissé la vérité sur ce monde, c'est ce que nous dit Oden. Ils ont tout appris sur l'intégralité du monde. Et il a laissé un 3e élément, un trésor. Trésor qui a fait rire Roger, mais un trésor. Ce trésor-là, à quoi il sert? Pour y répondre, il faut se rapprocher encore une dernière fois d'Imu. Imu est en train de modeler un monde. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de lier le monde avec des ponts tels que Tequila Wolf. Ce rôle-là est extrêmement important. Quand Roger va à la recherche du One Piece, on passe à côté d'un de ces ponts-là. C'est pas anodin. Les armes antiques ont été modifiées et elles ont détruit ce monde. Elles ont englouti ce monde. Ce monde ne ressemble plus du tout à ce qu'il est. Il ne ressemble en rien à ce qu'il était à l'époque. Maintenant, Joy Boy, il a caché quelque chose. Il a caché un trésor, un artefact, qui permet de remodeler ce monde, qui permet de régler ce problème, lié aux armes antiques et à l'utilisation d'une énergie extrêmement puissante, d'une flamme qu'on retrouve juste au-dessus, ici, liée aux armes antiques et qui modifie et qui détruit des vies, qui détruit ce monde. Le One Piece est exactement ça. Ça répond à tout. Il faut aller d'une manière vachement logique. À quoi servent les poneglyphes? À quoi servent les road poneglyphes? À quoi ça sert de trouver cette dernière île? Avoir tous les secrets de ce monde, mais une fois que tu as tous ces secrets, tu ne peux rien en faire. Il faut que tu aies une arme, il faut que tu sois capable de bouleverser ce monde. Et comme le dit Barbe Blanche, une fois qu'une personne trouvera ce trésor, le One Piece, et ça arrivera, quelqu'un va trouver, par une volonté qui date de l'Antiquité, il trouvera ce trésor. Il déclarera la guerre au monde entier.
Monkey D. Luffy va trouver ce trésor. Il déclarera la guerre à Imu pour son rêve ultime et il détrônera Imu de son trône. Et grâce au One Piece, grâce à cet artefact, le monde entier de One Piece sera remodelé. Et une fois que ce monde sera remodelé, Luffy pourra naviguer dans des nouveaux océans, un nouveau monde à découvrir. Et je pense que malheureusement, cette navigation, ce voyage, se fera sans nous. Roger est arrivé trop tôt, beaucoup trop tôt. Il a compris qu'il existait une dernière île et il s'est empressé d'y aller parce que le temps lui était compté. Quand il découvre l'île avec son équipage, il apprend également toute la vérité sur ce monde. Une vérité qui redonne l'espoir d'un avenir meilleur. Un avenir qu'il ne pourra pas contempler. Quand Roger a découvert la vérité du passé, il a ressenti le désespoir des anciens peuples. Mais il a aperçu la lumière au bout du tunnel. Il apprend qu'il découvre véritablement la vérité, car Joy Boy savait que Roger viendrait trop tôt. Et ce même Joy Boy lui a dit qu'il le savait. Roger découvre ça en disant qu'il aurait aimé connaître le fameux Joy Boy. Il ria, mais d'un rire pur et sincère. Il savait que le cauchemar dans lequel était l'humanité tout entière sera bientôt terminé. Roger savait que celui que Joy Boy attendait sera un pirate. Il s'est donc sacrifié pour le monde en adressant un ultime message. Mon trésor, je vous le laisse avec plaisir. Débrouillez-vous pour mettre la main dessus. Il est tout ce dont un homme peut rêver. La théorie du Big Bang explique que l'univers a commencé il y a des milliards d'années, sous forme d'un point extrêmement dense et chaud. Il s'est ensuite étendu, donnant naissance au temps, à l'espace, aux galaxies, étoiles et planètes. Quand on remonte très près du Big Bang, on atteint ce qu'on appelle le temps de Planck. La gravité quantique serait nécessaire pour décrire l'univers et nos équations s'effondrent, car elles donnent des infinis. En bref, tout part d'un point chaud extrêmement chaud et dense que la science ne parvient pas à expliquer. Dans le monde de One Piece, peu importe l'origine de cette création, le fait est qu'au début, toute l'énergie de l'univers était concentrée dans un état extrêmement puissant et dense. Cet artefact a été créé en même temps et Joy Boy, qui était le premier pirate, l'a découvert et l'a utilisé. Sauf qu'il y a une limite d'utilisation inconnue qui a fait en sorte que Joy Boy n'a pas pu créer un monde à son image. Il a donc laissé un message pour qu'un homme qui l'attend le fasse des centaines d'années après. Et cet homme sauvera le monde en battant Imu, qui a comme projet de priver le monde du soleil. Une fois les îles entièrement submergées et le pont achevé, Imu pourra gouverner le monde en exerçant un contrôle absolu sur la liberté de chacun. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot « liberté ». Celui qui rendra au mot « liberté » toute sa lumière et qui apportera l'aube après nuit que l'on pensait sans fin sera Monkey D. Luffy. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.